Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 10. Les jours furent bien tristes qui suivirent. Ces jours mornes dans une maison qui semble vide par l'absence de l'être familier disparu pour toujours. Ces jours criblés de souffrance à chaque rencontre de tout objet que maniait incessamment la morte. D'instant en instant, un souvenir vous tombe sur le cœur et le meurtrit. Voici son fauteuil, son ombrelle restée dans le vestibule, son verre que la bonne n'a point serré. Et, dans toutes les chambres, on retrouve des choses traînant, ses ciseaux, un gant, le volume dont les feuillets sont usés par ses doigts alourdis, et mille riens qui prennent une signification douloureuse, parce qu'ils rappellent mille petits faits. Et sa voix vous poursuit, on croit l'entendre, on voudrait fuir n'importe où, échapper à la hantise de cette maison. Il faut rester parce que d'autres sont là qui restent et souffrent aussi. Et puis Jeanne demeurait écrasée sous le souvenir de ce qu'elle avait découvert. Cette pensée pesait sur elle, son cœur broyé ne guérissait pas. Sa solitude d'à présent s'augmentait de ce secret horrible. Sa dernière confiance était tombée avec sa dernière croyance. Père, au bout de quelque temps, s'en alla, ayant besoin de remuer, de changer d'air, de sortir du noir chagrin où il s'enfonçait de plus en plus. Et la grande maison, qui voyait ainsi de temps en temps disparaître un de ses maîtres, reprit sa vie calme et régulière. Et puis Paul tomba malade. Jeanne en perdit la raison, resta 12 jours sans dormir, presque sans manger. Il guérit, mais elle demeura épouvantée par cette idée qu'il pouvait mourir. Alors que ferait-elle? Que deviendrait-elle? Et tout doucement se glissa dans son cœur le vague besoin d'avoir un autre enfant. Bientôt elle en rêva, reprise tout entière par son ancien désir de voir autour d'elle deux petits êtres, un garçon et une fille, et ce fut une obsession. Mais depuis l'affaire de Rosalie, elle vivait séparée de Julien. Un rapprochement semblait même impossible dans les situations où il se trouvait. Julien aimait ailleurs, elle le savait, et la seule pensée de subir de nouveau ses caresses la faisait frémir de répugnance. Elle s'y serait pourtant résignée tant l'envie d'être encore mère la harcelait, mais elle se demandait comment pourrait recommencer leur baiser. Elle serait morte d'humiliation plutôt que de laisser deviner ses intentions. Et il ne paraissait plus songer à elle. Elle y eût renoncé peut-être, mais voilà que chaque nuit elle se mit à rêver d'une fille, et elle la voyait jouant avec Paul sous le platane, et parfois elle sentait une sorte de démangeaison de se lever et d'aller, sans prononcer un mot, trouver son mari dans sa chambre. 2 fois même, elle se glissa jusqu'à sa porte, puis elle revint vivement, le cœur battant de honte. Le baron était parti, petite mère était morte, Jeanne maintenant n'avait plus personne qu'elle pût consulter, à qui elle pût confier ses intimes secrets. Alors elle se résolut à aller trouver l'abbé Picot et à lui dire, sous le sceau de la confession, les difficiles projets qu'elle avait. Elle arriva comme il lisait son bréviaire dans son petit jardin planté d'arbres fruitiers. Après avoir causé quelques minutes de choses et d'autres, elle balbutia en rougissant. « Je voudrais me confesser, monsieur l'abbé. » Il demeura stupéfait et releva ses lunettes pour la bien considérer, puis il se mit à rire. « Vous ne devez pourtant pas avoir de gros péchés sur la conscience. » Elle se troubla tout à fait et reprit. « Non, mais j'ai un conseil à vous demander, un conseil si pénible que je n'ose pas vous en parler comme ça. » Il quitta instantanément son aspect bonhomme et prit son air sacerdotal. « Eh bien, mon enfant, je vous écouterai dans le confessionnal. Allons. » Mais elle le retint, hésitante, arrêtée tout à coup par une sorte de scrupule de parler de ces choses un peu honteuses dans le recueillement d'une église vide. « Ou bien non, monsieur le curé, je puis, si vous le voulez, vous dire ici ce qui m'amène. Tenez, nous allons nous asseoir là-bas, sous votre petite tonnelle. » Ils y allèrent à pas lents, elle cherchait comment s'exprimer, comment débuter. Ils s'assirent. Alors, comme si elle se fût confessée, elle commença. « Mon père. » Puis elle hésita. Répéta de nouveau « mon père » et se tut tout à fait troublé. Il attendait, les mains croisées sur son ventre. Voyant son embarras, il l'encouragea. « Eh bien, ma fille, on dirait que vous n'osez pas. Voyons, prenez courage. » Elle se décida comme un poltron qui se jette au danger. « Mon père, je voudrais un autre enfant. » Elle ne répondit rien, ne comprenant pas. Alors elle s'expliqua, perdant les mots, effarée. « Je suis seule dans la vie maintenant. Mon père et mon mari ne s'entendent guère. Ma mère est morte et... Elle prononça tout bas en frissonnant. « L'autre jour, j'ai failli perdre mon fils. Que serais-je devenue alors ?» Elle se tut. Le prêtre, dérouté, la regardait. « Voyons, arrivez au fait. » Elle répéta. « Je voudrais un autre enfant. »
Alors il sourit, habitué aux grosses plaisanteries des paysans qui ne se gênaient guère devant lui, et répondit avec un hochement de tête malin. « Eh bien, il me semble qu'il ne tient qu'à vous. » Elle leva vers lui ses yeux candides, puis bégayant de confusion. « Mais vous comprenez que depuis ce que vous savez de cette bonne, mon mari et moi, nous vivons tout à fait séparés. » Accoutumé aux promiscuités et aux mœurs sans dignité des campagnes, il fut étonné de cette révélation, puis tout à coup, il crut deviner le désir véritable de la jeune femme. Il la regarda de coin, plein de bienveillance et de sympathie pour sa détresse. « Oui, je saisis parfaitement. Je comprends que votre veuvage vous pèse. Vous êtes jeune, bien portante, enfin c'est naturel, trop naturel. » Il se remettait à sourire, emporté par sa nature grivoise de prêtre campagnard, et il tapotait doucement la main de Jeanne. « Ça vous est permis, bien permis même, par les commandements. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Vous êtes mariée, n'est-ce pas? Ce n'est point pour piquer des raves. » À son tour, elle n'avait pas compris d'abord les sous-entendus, mais sitôt qu'elle les pénétra, elle s'empourpra, toute saisie, avec des larmes aux yeux. « Oh, monsieur le curé, que dites-vous, que pensez-vous? Je vous jure, et les sanglots l'étouffèrent. Il fut surpris et il la consolait. « Allons, je n'ai pas voulu vous faire de peine, je plaisantais un peu, ça n'est pas défendu quand on est honnête, mais comptez sur moi. Vous pouvez compter sur moi, je verrai monsieur Julien. » Elle ne savait plus que dire. Elle voulait maintenant refuser cette intervention qu'elle craignait maladroite et dangereuse, mais elle n'osait point. Et elle se sauva après avoir balbutié. « Je vous remercie, monsieur le curé. » 8 jours se passèrent. Elle vivait dans une angoisse d'inquiétude. Un soir au dîner, Julien la regarda d'une façon singulière, avec un certain pli souriant des lèvres qu'elle lui connaissait en ses heures de gouaillerie. Il eut même à son égard une sorte de galanterie, imperceptiblement ironique, et comme il se promenait ensuite dans la grande avenue de Petite-Mère, il lui dit tout bas dans l'oreille. « Il paraît que nous sommes raccommodés. » Elle ne répondit rien, elle regardait par terre une sorte de ligne droite presque invisible à présent, l'herbe ayant repoussé. C'était la trace du pied de la baronne qui s'effaçait comme s'efface un souvenir. Et Jeanne se sentait le cœur crispé, noyée de tristesse. Elle se sentait perdue dans la vie, si loin de tout le monde. Julien reprit. « Moi, je ne demande pas mieux. Je craignais de te déplaire. » Le soleil se couchait, l'air était doux, une envie de pleurer oppressait Jeanne, un de ses besoins d'expansion vers un cœur ami, un besoin d'étreinte, en murmurant ses peines. Un sanglot lui montait à la gorge. Elle ouvrit les bras et tomba sur le cœur de Julien. Et elle pleura. Surpris, il la regardait dans les cheveux, ne pouvant voir le visage caché sur sa poitrine. Il pensa qu'elle l'aimait encore et déposa sur son chignon un baiser condescendant. Puis ils rentrèrent sans dire un mot. Il la suivit en sa chambre et passa la nuit avec elle. Et leurs rapports anciens recommencèrent. Il les accomplissait comme un devoir qui cependant ne lui déplaisait pas. Elle les subissait comme une nécessité écœurante et pénible, avec la résolution de les arrêter pour toujours dès qu'elle se sentirait enceinte de nouveau. Mais elle remarqua bientôt que les caresses de son mari semblaient différentes de jadis. Elles étaient plus raffinées peut-être, mais moins complètes. Il la traitait comme un amant discret, et non plus comme un époux tranquille. Elle s'étonna, observa, et s'aperçut bientôt que toutes les étreintes s'arrêtaient avant qu'elle ne pût être fécondée. Alors une nuit, la bouche sur la bouche, elle murmura « Pourquoi ne te donnes-tu plus à moi tout entier comme autrefois ?» Il se mit à ricaner. « Parbleu, pour ne pas t'engrosser ?» Elle tressaillit. « Pourquoi donc? Ne veux-tu plus d'enfant ?» Il demeura perclus de surprise. « Hein, tu dis? Mais tu es folle, un autre enfant. Ah mais non, par exemple, c'est déjà trop d'un pour piailler, occuper tout le monde et coûter de l'argent. Un autre enfant, merci. » Elle le saisit dans ses bras, le baisa, l'enveloppa d'amour et tout bas. « Oh, je t'en supplie, rends-moi mère encore une fois. » Mais il se fâcha comme si elle l'eût blessé. « Ça vraiment, tu perds la tête. Fais-moi grâce de tes bêtises, je te prie. » Elle se tut et se promit de le forcer par ruse à lui donner le bonheur qu'elle rêvait. Alors elle essaya de prolonger ses baisers, jouant la comédie d'une ardeur délirante, le liant à elle de ses 2 bras crispés en des transports qu'elle simulait. Elle usa de tous les subterfuges, mais il resta maître de lui, et pas une fois il ne s'oublia. Alors, travaillée de plus en plus par son désir acharné, poussée à bout, prête à tout braver, à tout oser, elle retourna chez l'abbé Picot. Il achevait son déjeuner, il était fort rouge, ayant toujours des palpitations après ses repas.
Dès qu'il la vit entrer, il s'écria « Eh bien !» désireux de savoir le résultat de ces négociations. Résolue maintenant et sans timidité pudique, elle répondit immédiatement « Mon mari ne veut plus d'enfants. » L'abbé se retourna vers elle, intéressé tout à fait, prêt à fouiller avec une curiosité de prêtre dans ces mystères du lit qui lui rendaient plaisant le confessionnal. Il demanda « Comment ça ?» Alors, malgré sa détermination, elle se troubla pour expliquer. « Et il refuse de me rendre mère. » L'abbé comprit, il connaissait ces choses. Il se mit à interroger avec des détails précis et minutieux, une gourmandise d'homme qui jeûne. Puis il réfléchit quelques instants, et d'une voix tranquille, comme s'il lui parlait de la récolte qui venait bien, il lui traça un plan de conduite habile, réglant tous les points. « Vous n'avez qu'un moyen, ma chère enfant, c'est de lui faire accroire que vous êtes grosse. Il ne s'observera plus, et vous le deviendrez pour de vrai. » Elle rougit jusqu'aux yeux, mais déterminée à tout, elle insista. « Et s'il ne me croit pas ?» Le curé savait bien les ressources pour conduire et tenir les hommes. Annoncez votre grossesse à tout le monde, dites-la partout, il finira par y croire lui-même. Puis il ajouta, comme pour s'absoudre de ce stratagème, c'est votre droit. L'Église ne tolère les rapports entre hommes et femmes que dans le but de la procréation. Elle suivit le conseil rusé, et 15 jours plus tard, elle annonçait à Julien qu'elle se croyait grosse. Il eut un sursaut. Pas possible, ce n'est pas vrai. Elle indiqua aussitôt la raison de ses soupçons. Mais il se rassura. Bah, attends un peu, tu verras. Alors, chaque matin, il demanda « Eh bien ?» et toujours elle répondait « Non, pas encore. Je serais bien trompée si je n'étais pas enceinte. » Il s'inquiétait à son tour, furieux et désolé, autant que surpris. Il répétait « Je n'y comprends rien, mais rien. Si je sais comment cela s'est fait, je veux bien être pendue. » Au bout d'un mois, elle annonçait de tous les côtés la nouvelle, sauf à la comtesse Gilberte par une sorte de pudeur compliquée et délicate. Depuis sa première inquiétude, Julien ne l'approchait plus. Puis il prit, enrageant, son parti et déclara « En voilà un qui n'était pas demandé », et il recommença à pénétrer dans la chambre de sa femme. Ce qu'avait prévu le prêtre se réalisa complètement. Elle était grosse. Alors, inondée d'une joie délirante, elle ferma sa porte chaque soir, se voulant dans un élan de reconnaissance vers la vague divinité qu'elle adorait, à une chasteté éternelle. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.